Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir Olivier Dard, qui a publié avec deux autres auteurs, dont Frédéric Rouvillois, que nous avions reçu pour le dictionnaire du conservatisme. Il a donc publié un dictionnaire des populismes. Je vais lui laisser le soin de présenter cet ouvrage imposant, et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Cher ami, vous avez la parole. Écoutez, merci beaucoup à vous. Je suis très heureux de participer à cette soirée avec vous. Alors bon, je vais effectivement vous présenter un petit peu le dictionnaire, mais je vais surtout essayer au fond de réfléchir un petit peu avec vous sur cette question effectivement des populismes. Parce que lorsque nous avons forgé le projet de faire ce dictionnaire, un des premiers échanges que nous avons eus, effectivement, a concerné bien sûr le titre et cette volonté partagée de donner de ce populisme justement une définition plurielle qui, me semble-t-il, correspond davantage à la réalité des choses que la formule communément consacrée où il est question du populisme. Alors, en introduction, je vous dirai très rapidement, et vous le savez parfaitement, que le populisme est presque partout. Je veux dire par là que, bien avant d'ailleurs la mobilisation des Gilets jaunes, il y a un peu plus d'un an, on pouvait remarquer à quel point les rayons des libraires, déjà, les déclarations des dirigeants politiques, les commentateurs, etc., parlent quasi quotidiennement justement du populisme, et il y a eu toute une série de formules un peu faciles sur le vent planétaire en particulier, qui soufflerait, un vent planétaire populiste qui soufflerait des États-Unis à l'Amérique latine, voire même de l'Asie à l'Europe. Alors j'ajouterais aussi que en Europe et aux États-Unis, et tout particulièrement en France d'ailleurs, quand il est question du populisme, il est également question d'anathème. Le populiste ou les populistes, on s'entend en général, et là je renvoie à des titres d'hebdomadaires, des menteurs, des faussaires, etc., etc. La liste est extrêmement longue, et dernier élément de cette introduction très, très rapide à propos du vocabulaire, c'est d'ailleurs le caractère médical d'un certain nombre de commentaires sur le populisme, et en particulier Emmanuel Macron. Je vous rappelle son discours prononcé à Quimper le 21 juin 2018, où il évoquait la question en disant « Vous les voyez monter comme une lèpre, un peu partout en Europe. » Alors, je crois qu'il y a à peine besoin d'insister sur le registre épidémiologique, et d'un point de vue historique, on pourrait dire beaucoup là-dessus. Ce sont des termes, effectivement, qui renvoient à la fois aux discours antidémocrates les plus virulents, bien sûr, mais également d'ailleurs à toute une histoire qui fut celle de la guerre froide, de la lutte anti-subversive, etc. Et ça explique bien sûr que d'aucuns lui aient répondu, notamment, vous connaissez, vous vous souvenez de la célèbre réponse de Villiers, lui expliquant qu'il était lépreux lui aussi, etc., etc. Alors, vivons-nous ou non un moment populiste? Certains en sont convaincus, ont même intitulé des ouvrages sous ce titre, Alain de Benoît, du côté de la Nouvelle Droite, Chantal Mouffe, du côté des populistes, entre guillemets, de gauche, et un auteur qu'on a pas mal utilisé d'ailleurs, Yann Werner Müller, s'interroge dans un essai intéressant sur les populistes, sur la question de savoir qui au juste aujourd'hui n'est pas populiste. Alors, c'est pour ça que nous sommes évidemment intéressés au sujet,
On est parti de ce constat, l'omniprésence, le caractère polémique, avec la volonté de proposer, à travers ce dictionnaire, de prendre véritablement la question populiste au sérieux. Prendre la question populiste au sérieux, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire d'abord faire appel à des collaborateurs de ce dictionnaire qui soient des experts de la question, et nous avons plus d'une centaine de collaborateurs qui sont principalement des universitaires, et enfin très largement d'ailleurs, des universitaires spécialistes des domaines dont ils vont traiter. Et puis, autre élément important, ça a été au fond d'essayer de réfléchir à partir de disciplines différentes. Moi-même, je suis historien, tout en étant au départ juriste et politiste de formation. Mes deux collègues et amis co-directeurs sont, pour leur part, des spécialistes de droit public. Ce sont... Dès qu'on parle du populisme, vous voyez, ou des populismes, voilà, c'est... Voilà. Rassurez-vous, j'ai travaillé aussi sur la mythologie du complot, donc je reste très calme. Voilà. Mais ça sent le sabotage. Attention. Alors, je reviens à ce que je vous disais, à savoir qu'effectivement, eux-mêmes étant à la fois spécialistes de droit public, de sciences politiques, on a essayé de travailler dans cette direction-là pour justement confronter un certain nombre de disciplines, et on a fait appel également à des philosophes, à des spécialistes de littérature, à ce qu'on appelle des civilisationnistes, c'est-à-dire des spécialistes de territoires donnés, de pays donnés, des germanistes, des hispanistes, etc. Bref, si on ajoute que sur la centaine d'auteurs, il y en a à peu près un gros cinquième qui sont des auteurs étrangers, on arrive, je crois, à une diversité non tant de points de vue, même si les points de vue évidemment peuvent être différents, et c'est tout à fait logique, mais aussi une diversité d'approches. Alors, trois points vont scander cet exposé. Je vais d'abord essayer de voir un petit peu avec vous, au fond, pourquoi est-ce qu'on est enclin à parler des populismes et non du populisme, et pourquoi est-ce qu'au fond, c'est une approche peut-être historique qui nous invite à le faire plus qu'une autre. Ensuite, j'essaierai d'évoquer la question, malgré tout, de très commun de ces populismes. Et ensuite, on pourra terminer sur la question fondamentale, d'ailleurs, qui relève de l'articulation populisme-démocratie. Alors, diversité, racine des populismes. Quand vous regardez un certain nombre d'ouvrages de sciences politiques sur les populismes, vous tombez sur une multitude de définitions. Bon, nous n'avons pas quantifié le nombre de définitions. Alors, il y en a, je fais à la Sorbonne un séminaire sur l'histoire du terrorisme. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à compter combien il y avait de définitions. Alors là, on est à plus d'une centaine au moins. Dans le populisme, on ne doit pas en être forcément très loin. Simplement, je considérerais, mais là je dirais que c'est peut-être plus mon point de vue que celui d'autres auteurs du volume, que comme historien, au fond, je reprendrais volontiers à mon compte la fameuse formule de Tasca utilisée par le grand spécialiste du fascisme qui était Renzo De Felice, qui, à propos du fascisme, quand on lui demandait au fond de définir le fascisme, disait que définir le fascisme, c'était en écrire l'histoire. Et je crois que par rapport à cette question populiste, on peut passer des heures à chercher ce que serait l'essence du populisme, à chercher quels seraient les critères du populisme, et on va évidemment en trouver un certain nombre, mais je pense qu'il est en même temps très significatif de s'interroger justement sur la question historique. Et justement, en s'interrogeant sur la question historique et sur les racines du populisme, on est évidemment conduit à opérer immédiatement deux constats. D'une part, que les populismes contemporains ne sont pas sortis de nulle part. Ce n'est pas un phénomène aussi nouveau que d'aucuns voudraient le dire. Et deuxième élément,
que si on considère qu'au moins à l'échelle contemporaine, ces populismes ont une histoire, eh bien, il est évidemment tout à fait intéressant d'observer, notamment pour un certain nombre de territoires, comment cette histoire agit ou interagit plutôt quant à la situation d'émergence des dits populismes et les réalités actuelles. Alors, si on se contente des populismes, j'allais dire, contemporains, vous le savez sans doute, mais je le rappelle, le terme populisme d'ailleurs est apparu en français avant la Première Guerre mondiale, en 1912 d'ailleurs très précisément, et quand on parle de populisme à l'époque, on fait principalement référence à un courant politique, à un mouvement politique qui s'est développé en Russie à la fin du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle les populistes russes ou les narodniki, qui d'ailleurs en Europe occidentale ont pu être par la suite régulièrement qualifiés d'anarchistes, avec un certain nombre de figures de proue, notamment bien sûr la figure de Bakounine. Et c'est un élément extrêmement important, ce lien populisme, anarchisme, fédéralisme, qu'on développe évidemment dans le dictionnaire, parce que ça fixe plusieurs choses. Ça fixe d'abord l'idée que le populisme, ou du moins le populisme russe en l'occurrence, est un phénomène rural, paysan. Aujourd'hui, quand il est question du populisme, on est assez largement focalisé sur les villes, sur le monde citadin. À l'époque, ce n'est pas le cas. Deuxième élément important, c'est que ce populisme russe s'inscrit dans une volonté de construire un certain type de socialisme, et je mettrai beaucoup de guillemets à l'époque, qui encore une fois relève davantage du fédéralisme et de l'anarchisme, mais qui articule sa construction sur un certain nombre de communautés locales. La communauté l'Obshtina en Russie, cette communauté agricole, avec cette idée qu'on pourrait construire un système fédéraliste et une fédération de communautés. Dernier élément intéressant, car parfois, au fond, on considère ces populistes russes comme des éléments démocratiques, voulant construire une démocratie à la base, etc. N'oublions quand même pas l'importance de la violence chez ces populistes russes et la dimension terroriste qu'a revêtu ce populisme russe. Bakounine, bien sûr, Netchaev également, et un certain nombre de mouvements qui ont introduit ce terrorisme en Russie. La Russie d'une part, les États-Unis de l'autre. On néglige complètement l'importance d'un populisme aux États-Unis, je dirais volontiers un populisme états-unien, pour ne pas dire américain, parce qu'en Amérique du Sud, le terme Amérique, évidemment, est connoté. Un populisme états-unien qui, comme le populisme russe, tout en étant d'ailleurs très différent, va être lui aussi un populisme rural. Et là, on a un certain nombre d'éléments très intéressants, la violence en moins, mais ce souci, au fond, de construire face aux élites, face à la grande ville, face à un État qui commence à prendre de l'importance à la fin du XIXe siècle, même si évidemment on sait que c'est Roosevelt et New Deal qui vont donner beaucoup plus de pouvoir à l'État fédéral aux États-Unis, mais cette idée, au fond, de construire ou de reconstruire un certain nombre de communautés et de les préserver. Et ce populisme américain n'a pas été oublié pour tout le monde, et certaines ou certains d'entre vous ont peut-être déjà lu, et sans doute lu d'ailleurs, les ouvrages de Christopher Lasch. Et Lasch est, alors là on est de nouveau sur la New Left américaine, mais Lasch a retrouvé à travers un certain nombre de ses écrits l'héritage de ces populistes, de ces grungers américains. Aujourd'hui,
en Russie, est-ce qu'il reste, au fond, quand on qualifie Poutine de populiste, bon, est-ce qu'il y a un lien, évidemment, entre Poutine et les Narodniki? Il est assez ténu, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui, c'est François Stom qui en parle dans le dictionnaire du populisme post-soviétique, on est dans une configuration qui n'a strictement rien à voir avec son devancier du XIXe siècle. Mais, si il y a effectivement des antécédents en Russie et aux États-Unis. En Russie et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, l'histoire du populisme n'a été que l'histoire de figures et de mouvements. Et je crois que pour comprendre l'importance du populisme, il faut absolument franchir l'Atlantique, alors on l'a déjà franchi avec les Rangers, mais descendre évidemment en Amérique latine. Car, me semble-t-il, le véritable berceau du populisme contemporain, c'est le continent latino-américain. Pourquoi? Parce qu'au XXe siècle, en Amérique du Sud, le populisme, ce n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, vous parlez du populisme en Amérique latine, c'est plutôt assez bien vu. Et si vous avez suivi les élections en Argentine, d'ailleurs ici on n'en parlait pas. Le candidat, quand j'ai lu, j'avais fait un petit entretien dans le Figaro Vox, parce que quand on m'explique que le candidat élu en Argentine est un candidat de centre-gauche, bon, c'est quand même un peu plus... Voilà, là on a vraiment une projection des critères européens sur une réalité qui est quand même très sensiblement différente. Mais, je ferme la parenthèse, en Amérique du Sud, le populisme, ce n'est pas seulement des figures, des idées, des doctrines, ce n'est pas seulement un mouvement, ce sont des régimes politiques, des expériences politiques de première importance, avec 3-4 figures bien connues, au moins, dans cette première moitié du XXe siècle, ou juste après 1945, l'exemple mexicain, avec la figure de Lázaro Cárdenas, le Brésil, avec Vargas. Si vous allez au Brésil, vous allez voir des places et des rues Vargas absolument partout. Et bien sûr, l'Argentine avec Perón. Et Perón est extrêmement intéressant parce que, j'y reviendrai, Perón, c'est à la fois, bien sûr, la figure du chef, mais c'est aussi un populisme mixte, avec d'ailleurs toute l'importance de la question de la femme dans le populisme. Et il y a le cas d'Eva Perón, mais il y a aussi le cas d'Isabelle. Et j'évoquais il y a un instant les élections en Argentine. Il est clair que le péronisme est devenu, en Argentine, une véritable traduction politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement à retenir par rapport à cette question des populismes latino-américains et que peuvent-ils nous apprendre sur les débats actuels? Plusieurs choses. D'abord, beaucoup plus que leurs antécédents russes ou états-uniens, les populismes latino-américains, prenons le péronisme par exemple, marquent une opposition extrêmement nette entre l'élite et le peuple. L'élite, c'est l'oligarchie, le peuple, évidemment, ou plutôt les masses, ce sont elles qui vont s'opposer à l'oligarchie. Et là, il y a une dualité, une opposition que le péronisme va évidemment constamment aiguiser entre eux et nous. Et là, je crois qu'on a effectivement un marqueur intéressant du populisme et qu'on retrouve évidemment par la suite. Deuxième élément important, j'évoquais la figure de Juan Domingo Perón ou d'Eva Perón, c'est l'affirmation du rôle d'un dirigeant charismatique. Affirmation d'un rôle d'un dirigeant charismatique qui donc n'est pas nécessairement un homme, ça peut être un couple, mais qui va véritablement parvenir à cristalliser sur lui, effectivement, ce qui est considéré comme des aspirations populaires. Alors, me direz-vous, tout ça peut évidemment faire penser au fascisme, certes, et Perón, on sait à quel point Perón a pu être marqué par son séjour en Italie, etc. Sauf que dans le cas argentin, il y a malgré tout régulièrement un passage par le biais électoral et il y a surtout l'affirmation dans ce populisme argentin de la valeur de la démocratie. On n'est pas dans un discours qui se veut antidémocratique, au contraire, on est dans une logique où les populistes vont considérer que les vrais démocrates, ce sont eux.
Et là, il y a évidemment une distinction fondamentale à opérer par rapport au fascisme en particulier. Troisième élément très intéressant de ces populismes latino-américains, et je parle de Perón, mais je pourrais aussi bien parler de Vargas là-dessus, c'est un véritable sens de la mise en scène. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la façon dont les populistes européens actuels, et en particulier Salvini en Italie par exemple, utilisent remarquablement les réseaux sociaux, etc. Si vous observez le péronisme, il est extrêmement instructif de noter à quel point la radio, le cinéma, la télévision à l'époque, enfin, pour la première période, à l'époque au moment du retour de Perón et l'avènement d'Isabelle en 1974, c'est différent, mais pour la première période, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la télévision n'est évidemment pas le média, n'est pas un média important, mais radio, cinéma jouent un rôle extrêmement important avec une mise en scène de réunions publiques et de manifestations tout à fait bien rodées, tout à fait bien huilées, une capacité des dirigeants à se mettre en scène et à utiliser d'ailleurs assez remarquablement leur propre corps pour incarner encore une fois à travers une gestuelle, une prise de parole, au fond, cette aspiration populaire qu'ils cristallisent. Et de ce point de vue, la figure d'Eva Perón est tout à fait fascinante. Et il y a quelques jours, je le disais tout à l'heure à Bertrand Renouvin, quelqu'un que certains au moins d'entre vous connaissent ici, Umberto Guccetti, qui est un collègue et ami, est passé sur France Inter dans la marche de l'histoire. Il y a une semaine sur l'Amérique latine, et lundi, il est passé donc pour parler du péronisme. Et je vous invite à l'écouter d'abord parce que ce qu'il raconte est fort intéressant, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de documents qui sont proposés. Donc vous entendez Juan Domingo Perón, vous entendez Eva Perón, vous entendez des chants péronistes. Bon, on voit très bien à quel point il y a une forme d'esthétisation ici extrêmement intéressante. Alors, cela étant, considérer que l'Amérique latine est un berceau incontestable des populismes, pose aujourd'hui deux séries de questions. La première, elle est celle de savoir au fond si on serait ou non en présence de néo-populisme. Et il y a dans cet ouvrage toute une série de textes sur évidemment un certain nombre de figures qu'on a pu considérer comme des néo-populistes, du Venezuela à la Bolivie, Chavez, Morales, on pourrait citer Correa en Équateur. Bon, il y a effectivement tout un débat, sachant qu'à la différence de l'Europe, il faut bien avoir à l'esprit qu'en Amérique latine, le populisme a droit de citer non seulement dans le débat public, mais que c'est considéré dans le débat intellectuel et en sciences politiques comme un débat parfaitement légitime. Vous avez une littérature tout à fait sérieuse, savante, sur le sujet. J'ajouterais, cela étant, que ces dernières années, évidemment, la figure qui a pu être considérée comme, ici, la figure qui a pu être qualifiée de populiste, pour parler de l'Amérique latine, c'est la figure de Bolsonaro au Brésil. Et là, on pourra évidemment en discuter et en débattre, mais je vous dirais très franchement que si on peut discuter des cas Chavez, Morales ou Correa, dans le cas de Bolsonaro, il me paraît tout à fait difficile, pour ne pas dire impossible, de qualifier Bolsonaro de populiste. Et ce, à mon sens, pour deux raisons majeures. D'une part, parce que Bolsonaro n'est nullement un héritier du populisme brésilien. Bolsonaro n'est nullement un héritier de Vargas et des siens. Il est un héritier d'autre chose, il est un héritier de la dictature militaire de 1964, c'est-à-dire effectivement d'une toute autre séquence historique que celle de Vargas et des populistes brésiliens. Et j'ajouterais aussi, et peut-être surtout, que Bolsonaro doit être aussi compris comme un homme politique défendant un projet économique et social d'inspiration néolibérale qui est aux antipodes
des discours populistes latino-américains de Perón à Vargas, qui se caractérisaient au contraire par leur antilibéralisme, et également par tout un discours anti-impérialiste, anti-états-unien, qui faisait qu'effectivement, dans le monde de Vargas ou dans le monde du péronisme, eh bien, il y avait des éléments les plus divers, une dimension nationaliste incontestablement, mais anti-impérialiste, bref, quelque chose qui ressemble assez peu à Bolsonaro. Et puis, troisième élément, mais là c'est quand même aussi l'historien qui parle, attention, le Brésil a quand même beaucoup changé entre les années Vargas et les années Bolsonaro. D'une part, il y a une classe moyenne au Brésil qui n'existait évidemment pas à l'époque de Vargas, et aujourd'hui, par ailleurs, au Brésil, vous avez une montée de l'évangélisme qui, évidemment, n'avait aucun... n'existait pas, les évangélistes n'existaient pas au moment de Vargas. Donc on est vraiment dans des configurations historiques différentes. Attention, les contextes ne sont nullement les mêmes. Alors, j'ai l'air de vous dire, au fond, je surveille l'heure, j'ai l'air de vous dire qu'au fond, finalement, il y aurait autant de populisme que d'expériences possibles ou de figures possibles. Oui, d'un certain point de vue, parce que, évidemment, le souci est d'arriver à les caractériser le plus précisément possible et à ne jamais perdre de vue, d'ailleurs, que les populismes, comme n'importe quel courant politique ou n'importe quel mouvement politique, sont inséparables d'un terreau national dans lequel ils se développent. Cela étant, il y a évidemment un certain nombre de traits communs, et c'est à ces traits communs que je voudrais m'attacher à présent. Premier trait commun, il pose problème. De mon point de vue, il pose problème. C'est au fond la question dite d'un style populiste. Alors, Pierre-André Taguieff, qui a participé à ce dictionnaire, pour lequel il a donné un certain nombre de notices, qui est un des auteurs les plus marquants, évidemment, un des auteurs français les plus marquants sur le populisme, considère que, finalement, le populisme serait d'abord, sinon exclusivement, un style. Et que le populisme, le populisme, au fond, du point de vue idéologique, serait quelque chose de tout à fait inconsistant. Alors, ça pose, à mon avis, deux questions qui sont les suivantes. D'une part, admettons qu'il y ait un style populiste. Alors, quel pourrait être ce style populiste? Ce serait, au fond, cette volonté constante d'articuler un discours, des modes d'apostrophe en relation directe avec le peuple. Bien. De vouloir faire peuple. La question que je vous pose, est-ce qu'au fond, un certain nombre de dirigeants démocrates n'en font pas autant? Quand Sarkozy dit « casse-toi pauvre con » ou quand Emmanuel Macron dit « venez me chercher », si les mêmes termes sont proférés par un dirigeant politique ou une dirigeante politique qualifiée de populiste, ça va paraître parfaitement logique. Pour les autres, on ne le considérera pas comme tel. Sauf que. Par conséquent, si vous voulez, la question du style, à mon avis, pose problème. Et j'ajouterais que je ne suis pas certain que le populisme, que les populismes soient aussi inconsistants que cela idéologiquement. D'abord, on a vu que historiquement, il y avait... je laisse monsieur s'installer. Où vous voulez. Donc, je vous disais que... je vous en prie. Que d'une part, l'inconsistance avait d'un certain point de vue ses limites, parce que quand on a parlé des populistes russes, ou qu'on parle des populistes états-uniens et autres, on voit bien qu'il y a quand même une consistance idéologique, premièrement. Et deuxième élément, quand on y regarde d'un petit peu près, on observe malgré tout qu'il y a un certain nombre de traits communs entre eux, en particulier, et j'y reviendrai, pour tout ce qui concerne la rupture, la fracture
mise en avant par les populistes entre peuple et élite. Mais je crois qu'en réalité, on peut peut-être prendre le problème autrement en essayant de réfléchir au fond sur l'essence, la polysémie du mot peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons surtout insisté sur le pluriel. En réalité, les populistes se déclinent au pluriel parce que si effectivement les uns comme les autres vont considérer qu'il y a une supériorité du peuple sur toute autre considération, que c'est le peuple qui a la légitimité, etc., force est de constater que quand ils vont parler du peuple, ils ne vont pas forcément, les uns et les autres, parler de la même chose. Alors, je reviens à quelque chose que vous connaissez évidemment très bien, c'est la polysémie de ce terme « peuple » qui renvoie au moins à 3 sens différents. Il y a d'abord, et je l'évacue, entre guillemets, le peuple comme démos. Le peuple comme démos, c'est au fond considérer que le peuple, c'est un peuple entendu comme une force organisatrice de la société, c'est au fond une vision juridique, institutionnelle d'un peuple qui va être réuni effectivement le jour d'un vote et à partir de là, qui comme entité politique, juridique, va à travers le suffrage exprimer ses desiderata et cette acception au fond du peuple comme démos s'articule assez bien, et particulièrement aujourd'hui, avec effectivement la question de la démocratie représentative. Car derrière évidemment tout cela, le problème de la représentation est absolument essentiel. Et on voit très bien que c'est une très vieille histoire du point de vue des idées politiques. Donc les débats sur le populisme, évidemment, ne datent pas de 2019. 2 autres sens sont évidemment essentiels. Le peuple comme plebs, et là, on va retrouver évidemment une dimension sociale, ou le peuple comme ethnos, ce peuple comme ethnos, c'est-à-dire entendu comme une entité culturelle, historique, territoriale. Pour les mouvements et pour les figures étiquetées populistes aujourd'hui, parler du peuple ou parler au peuple ne signifie absolument pas la même chose. Et de ce point de vue, je vais vous donner quelques exemples. Le peuple, si on prend des exemples français et étrangers, le peuple de Bernie Sanders ou de Jean-Luc Mélenchon n'est évidemment pas le même que celui de Marine Le Pen ou de celui de Donald Trump, si on peut d'ailleurs considérer Trump comme un populiste, ce qui pose évidemment là aussi de sérieuses questions. Cela étant, même si il y a une polysémie du terme peuple, la révolte des peuples contre les élites, elle est bien aujourd'hui un phénomène transnational. Et c'est en cela, évidemment, que le sujet est intéressant. J'ajouterais que, historiquement, au mot peuple, élite, pourquoi pas lutte des classes, il faudrait ajouter un mot qui aujourd'hui n'est plus utilisé, et qui pourtant historiquement a été très important, c'est celui de masse. Aujourd'hui, plus personne ne parle des masses. Pourtant, les masses populaires, ou alors dans un autre genre, Ortega y Gasset, la révolte des masses, ça a été, on a d'ailleurs rencontré sur Ortega, bien entendu, ça a été quelque chose de très couru. Alors, j'insiste là-dessus, parce que si on regarde les choses historiquement, on constate qu'au XIXe siècle, en Europe, comme d'ailleurs aux États-Unis, la question qui se pose aux sociétés et aux institutions politiques, c'est d'abord la question de l'intégration des masses. Et en Europe et aux États-Unis, cette intégration des masses, qui va se faire évidemment avec toute une série d'étapes de conflictualité sociale, etc., elle va tout de même passer par le droit de suffrage, le développement d'une démocratie libérale qui va, bien sûr,
se développer en France, Troisième République, en Grande-Bretagne, avec des réformes électorales successives tout au long du XIXe siècle, au début du XXe, les États-Unis bien entendu, mais même avant la guerre, un certain nombre d'empires, l'Autriche passe au suffrage universel, masculin bien entendu, je précise, mais quand même, l'Italie s'y achemine, etc. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que dans ce débat, au fond bien connu, nation-classe, la Première Guerre mondiale montre que tout de même, l'intégration nationale a fonctionné, que les peuples choisissent les nations plutôt que la classe, et que quand on regarde d'un peu près, au fond, les résultats électoraux et la participation électorale dans un certain nombre d'États à la veille de la Première Guerre mondiale, celle-ci est effective, très différente de l'abstention que nous connaissons aujourd'hui. Si on traverse l'Atlantique et qu'on regarde les populismes latino-américains, mexicains, donc avec Cardenas, Brésil et Argentine, qu'est-ce que l'on constate? On peut évidemment vouloir à toute force se rattacher les populismes latino-américains au fascisme, etc. Bon, débat connu et bien connu. En réalité, si on observe des choses de l'intérieur de ces sociétés, on peut tout à fait considérer que ces populismes latino-américains, reprenons l'exemple du péronisme, mais on pourrait prendre celui du Brésil, bien sûr, vont être des acteurs absolument essentiels de l'intégration des masses dans ces systèmes politiques latino-américains. Dans la lutte contre l'oligarchie, eh bien, le péronisme va, à travers les élections, mais toute une série de droits conférés aux femmes, des réformes sociales, tout ce qui concerne les chers descaminados d'Eva Perón, des réformes sociales, va effectivement contribuer à intégrer les masses au jeu politique, à les nationaliser, comme la chose s'est faite, différemment d'ailleurs, en Europe occidentale. Alors, c'est un élément extrêmement important, parce que ça signifie, bien entendu, qu'en Amérique latine, le populisme peut être pensé comme un facteur d'intégration des masses, comme un projet collectif, comme un projet inclusif. Si on revient à présent en Europe, et faisons un petit tour par la France, quand on parle du populisme en France, et qu'on essaye de dire au fond quelle a été l'histoire du populisme en France. Alors en général, on va vous parler du boulangisme, j'y reviendrai à l'occasion, mais on va surtout vous parler évidemment de l'expérience poujadiste, ou plus exactement du mouvement poujadiste des années 50, avec effectivement ces 12,5% obtenus par les poujadistes aux élections du 2 janvier 56, marqués notamment par l'élection pour la première fois au Parlement de Jean-Marie Le Pen. Mais l'épisode poujadiste, il est extrêmement intéressant, pour deux raisons. La première, c'est que si tant est qu'on rattache ce poujadisme à une forme de populisme, il nous montre que ce poujadisme, en réalité, s'articule à un populisme pensé comme une prise de position contestataire de révolte. Là, on n'est pas dans l'inclusion, on est dans la révolte. Un désir de reconnaissance. Mais, si on regarde aussi, à la même époque, la question du poujadisme et la question de la relation du poujadisme au peuple, et qu'on lit, par exemple, alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes dates, mais il y a eu plusieurs éditions dans le second, qu'on lit, par exemple, en parallèle, deux ouvrages, J'ai choisi le combat de Pierre Poujade et Fils du peuple de Maurice Thorez. Je rappelle que le Parti communiste est à l'époque tourne autour de plus de 20%, près de 25%, sous la 4ème République. Fils du peuple, c'est quand même intéressant, c'est évidemment pas un choix neutre comme titre. Eh bien, on constate bien entendu que le peuple des uns, les poujadistes, n'est évidemment nullement celui des autres. Le peuple de Thorez, c'est la classe ouvrière, bien entendu, c'est le peuple communiste. Celui de Poujade, c'est les petits artisans, les petits commerçants. Eux-mêmes, je vous l'ai dit, dans une situation
difficile sur le plan économique, social, fiscal, face à des autorités de la 4ème République, et notamment le passage d'un gouvernement Mendès France en particulier, qui a cristallisé un certain nombre d'oppositions, et qui justement était considéré comme un gouvernement beaucoup trop modernisateur, voulant transformer en profondeur le pays. Ça a duré 7 mois, hein, mais effectivement mis en cause pour la perte, au fond, d'identité qui l'aurait accompagné. Alors, si on regarde aujourd'hui les populismes contemporains et qu'on observe, par exemple, ce qu'écrit ou ce que dit Marine Le Pen ou Matteo Salvini, il est intéressant de voir que les choses ont évolué. Restons du côté de Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on sait qu'il vient du poujadisme, vous le savez très bien, mais en réalité, Jean-Marie Le Pen, peut-être, c'est mon point de vue, c'est moi qui ai fait l'entrée, Jean-Marie Le Pen, on peut en discuter, hein, mais Jean-Marie Le Pen, à mon sens, ne peut être compris qu'en référence à tout l'héritage ligueur et nationaliste français, dont il est sans doute, ou dont il a été le dernier des héritiers. Je pense que le dernier des ligueurs, c'est Jean-Marie Le Pen. Lui, il est effectivement dans toute cette tradition ligueuse qui, effectivement, démarre avec Boulanger et qui, bon, on va passer évidemment par l'Action française, mais Jean-Marie Le Pen, c'est peut-être davantage encore l'héritier des jeunesses patriotes, sans doute que de l'Action française. On est donc par conséquent dans un populisme. Vous avez vu que le deuxième tome de ses mémoires s'appelle Tribun du peuple. Le titre évidemment est très intéressant, très suggestif, mais on est au fond dans un populisme qui renvoie à ce que Taguieff d'ailleurs appelle le national-populisme. Si on lit Marine Le Pen, c'est pas tout à fait ça. Marine Le Pen, elle peut parler de la nation, de la patrie, etc. Mais si vous lisez Marine Le Pen, vous remarquerez qu'elle va parler de ce qu'elle appelle le peuple central. Et c'est quoi le peuple central ? Terme qui, évidemment, ne faisait pas partie du vocabulaire initial de son père. Le peuple central, explique-t-elle, c'est ceux qui ne font partie d'aucune minorité. Ni les immigrés, ni les LGBT, et pas non plus les 1% les plus riches. Et là, on est clairement dans une logique entre le eux et nous. Immigrés, LGBT, donc toutes les minorités, et les 1% les plus riches. Ce qui lui permet évidemment d'opposer le peuple aux élites et, bien entendu, le peuple aux élites françaises et européennes. Puisqu'évidemment, au service des 1% les plus riches se trouverait l'Union européenne, présentée comme une épouvantable machine carcérale, c'est elle qui parle, qui s'est construite sans les peuples, qui avance contre les peuples. Et je dirais que Marine Le Pen utilise très régulièrement une rhétorique tout à fait populiste, quant à sa façon, par exemple, d'apostropher les dirigeants de l'Union européenne, en instaurant une espèce de dialogue à distance. Regardons ces maîtres illégitimes droit dans les yeux, explique-t-elle. Et surtout, elle met en avant toute l'importance de la défense de la démocratie. C'est au nom de la défense de la démocratie, et en particulier de la démocratie directe, que Marine Le Pen s'oppose à cette Union européenne en dénonçant en particulier chez les gouvernants l'absence de recours quasi systématique au peuple. Et évidemment, dans le cas français, ce dont les étrangers ne se rendent pas toujours compte, la question du référendum constitutionnel de 2005 a été évidemment un élément tout à fait décisif. Mais, je cite encore Marine Le Pen, ce peuple, c'est lui qui est maître de son destin. Maître de son destin. Le peuple central de Marine Le Pen, évidemment, n'est pas, vous l'avez bien compris, le peuple des insoumis. Mais là aussi, je vous invite à lire Jean-Luc Mélenchon. Car on a beaucoup parlé, effectivement, d'un populisme de gauche, alors entre Syriza, qui ensuite a évolué, comme
comme on sait, Podemos en Espagne et quelques autres. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est, dans le cas de la France insoumise, plusieurs choses. D'une part, il y a effectivement sans doute un phénomène de contagion avec ce que l'on peut observer à l'étranger, et il y a certains slogans, quand Mélenchon dit en 2010 qu'ils s'en aillent tous, il peut faire penser effectivement à la fameuse formule de Beppe Grillo en Italie, va te faire foutre, le fameux va fanculo, qui va permettre évidemment à Beppe Grillo, cet humoriste, de commencer à rallier un certain nombre de foules autour de lui. Mais c'est à mon avis pas le plus important. Le plus intéressant, c'est de noter deux choses. D'une part, que Mélenchon, comme Marine Le Pen d'ailleurs, admet depuis plusieurs années, être un populiste. En 2010, interrogé par l'Express sur la question du populisme, et il répond à la chose suivante. « Je n'ai plus du tout envie de me défendre de l'accusation de populisme. C'est le dégoût des élites. Mérite-t-elle mieux ? J'en appelle à l'énergie du plus grand nombre contre la suffisance des privilégiés. Populiste, moi, j'assume. » Cette phrase, vous la sortez de son contexte, vous pourriez la faire signer par Marine Le Pen. Quand il dit j'en appelle à l'énergie du plus grand nombre contre la suffisance des privilégiés, c'est quelque chose qui... Sauf que, évidemment, le populisme de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ça. Pour comprendre le populisme de Jean-Luc Mélenchon, il faut évidemment prendre en compte toute l'importance du mouvement Podemos et de l'influence de Podemos, des Espagnols, sur la future France insoumise. Et, évidemment, Podemos lui-même ne vient pas de rien, puisque Podemos s'est nourri des écrits d'un philosophe argentin bien connu, j'ai parlé tout à l'heure de Chantal Mouffe, mais là je pense évidemment à Ernesto Laclau, qui était son mari, aujourd'hui décédé. Et à cet égard, je crois qu'on peut lire Jean-Luc Mélenchon en miroir, effectivement, des pensées et des textes de Laclau. Quand Mélenchon dit, par exemple, au moment de l'université d'été du Parti de gauche, en 2014, il ne s'agit plus seulement de rassembler la gauche, mais, c'est lui qui parle, de fédérer le peuple. Fédérer le peuple, c'est-à-dire que le peuple, en un mouvement à vocation majoritaire du peuple insoumis. Alors, c'est quoi ce peuple insoumis ? C'est pas le peuple central, évidemment, de Marine Le Pen, c'est autre chose. Le peuple insoumis, est-ce que c'est uniquement la plebs ? Non. C'est autre chose, et on retrouve évidemment, à travers cette idée de fédération, qui devient ensuite tout le thème de la convergence des luttes, des idées que développe très en détail Laclau, sur en particulier la question des chaînes et du signifiant. Comment arriver à partir de chaînes qui vont être autant d'éléments de revendication, à construire effectivement une réaction collective tournée vers effectivement un signifiant vide. Alors Laclau, si vous avez lu Laclau, a beaucoup réfléchi sur le cas de Solidarité et la façon dont Solidarité était un signifiant vide et que ce signifiant vide devait finalement qu'on devait retrouver évidemment d'autres équivalents ailleurs. Je dirais que le peuple insoumis, tel que le conçoit Mélenchon, c'est véritablement ça, beaucoup plus que la plebs, bien entendu. Alors, la démocratie, bien sûr, et je vais bientôt finir, chez Jean-Luc Mélenchon, comme chez Marine Le Pen, bien sûr, mais chez Mélenchon, est un élément absolument central du débat. Dans la mesure où on considère que la démocratie telle qu'elle fonctionne, la démocratie représentative, serait un régime qui, justement, ne serait plus un régime authentiquement démocratique, et il y aurait, je cite un ouvrage récent d'un sociologue, qui vient de paraître d'ailleurs, le livre de Tarragoni, L'esprit démocratique du populisme. L'esprit démocratique du populisme, c'est l'idée qu'au fond, à travers le populisme de gauche, à travers ce populisme de gauche, on arriverait à construire une véritable démocratie. Alors, je voudrais, de ce point de vue, terminer là-dessus avec 2 ou 3 éléments de conclusion.
Si on essaye de faire un bilan, au fond, des forces et des faiblesses des populismes, je ne vais pas rentrer dans le débat sur est-ce que c'est une menace ou pas, enfin bon, on pourra en parler, mais évidemment tout ça est une question de point de vue, on pourra considérer malgré tout plusieurs choses. D'une part, c'est que ces populistes peuvent se caractériser par leur diversité, mais ils ont, au moins à l'échelle européenne, un adversaire qui, lui, se caractériserait plutôt par son unité. Et là, je voudrais insister tout de même sur cette espèce sur cet arc gouvernemental et parlementaire qui existe, notamment au Parlement européen, je veux dire conservateurs, enfin PPE, libéraux, socialistes, je pourrais y ajouter d'ailleurs les Verts. Bon, vous le savez sans doute, même si on laisse les Verts de côté, mais même avec les Verts on arrive à des chiffres considérables, on a pu calculer, des spécialistes ont pu calculer qu'au Parlement européen, ce qu'on appelle le taux de convergence, 95% des textes sont votés par ces trois forces. Donc là, je crois que les choses sont assez claires. Il y a, évidemment, il peut y avoir des débats à l'intérieur des nations. À l'échelle européenne, là, les choses sont beaucoup plus marquées. Donc on a bien un arc gouvernemental, un centre très très élargi, très dilaté, il y a un arc gouvernemental, et évidemment des populistes réfugiés aux périphéries. Et cet arc parlementaire, gouvernemental, s'entend sur la défense, la pérennisation d'un système qui lui paraît la seule voie possible. Et en France, je dirais que c'est ce qui a fondé la logique, bien entendu, de la création d'En Marche et la création de cet arc gouvernemental que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez à quel point il a siphonné le Parti socialiste et une bonne partie des Républicains. Qu'en est-il, par conséquent, des oppositions à cet arc gouvernemental ? Ces oppositions, on considère qu'elles sont constituées par ces forces populistes. Ces forces populistes, cependant, elles ont un certain nombre de faiblesses. D'une part, de ce point de vue, l'expérience italienne d'alliance entre la Lega et 5 étoiles est évidemment le contre-exemple qui annihile la règle, sauf que d'ailleurs on sait que ça n'a pas spécialement duré, mais c'est leur impossibilité à s'entendre. Et cette impossibilité à s'entendre, que les périphéries ne parviennent pas, ne peuvent pas, ne veulent pas, à mon avis, s'entendre, ne peuvent pas, invite quand même à réfléchir, d'ailleurs, dans le cas français, quant au fait de savoir si finalement ce clivage droite-gauche qui aurait disparu a autant disparu que cela. Du point de vue de RN et de LFI, je n'en suis absolument pas certain, et j'ajouterai surtout, au-delà d'ailleurs du clivage droite-gauche, c'est la notion même de peuple qui évidemment distingue les uns et les autres. Le peuple des uns n'est pas le peuple des autres. Deuxième élément, je vous rappelle qu'avant les élections européennes, chacun s'attendait à un véritable raz-de-marée des populistes. Ce raz-de-marée n'a pas eu lieu, au moins pas au stade où les uns le redoutaient et les autres l'attendaient. Mais il pose, cela étant problème, cette question, la question du raz-de-marée, mais surtout la question de la relation donc, des populistes à l'élection et au gouvernement. Il pose un problème qui est très difficile, qui est, au fond, le positionnement de ces forces politiques quant au fait de passer de la dénonciation à la proposition. Dire qu'on va avoir un programme de gouvernement, c'est une chose. En proposer un et que ce gouvernement soit considéré, que ce programme de gouvernement soit considéré comme sérieux et valable ou valide par de larges secteurs de l'opinion permettant de fournir une majorité, de construire une majorité, c'est une autre affaire. Et de ce point de vue, la question populiste nous ramène à, évidemment, poser des interrogations sur ce qu'un politiste du siècle dernier, Georges Lavaux, avait écrit à propos du Parti communiste et de la fonction trémunicienne du Parti communiste. Et de ce point de vue, les forces populistes aujourd'hui ont une fonction trémunicienne, très probablement, ne parviennent pas à être des forces de gouvernement. Vous me direz, il y a l'exemple de l'Italie, bien sûr, mais en réalité, je pense que ce qui est en train de se jouer en Italie, c'est que Salvini est en train de réunir les droites. Il prend la suite de Berlusconi. On n'est pas
la clé populiste ne me paraît pas forcément la plus efficace pour le comprendre. Et en réalité, quand on regarde les programmes de ces différentes forces populistes à l'échelle européenne, on voit bien qu'à part les enjeux liés aux migrants ou à la menace islamiste, elles peinent évidemment à parler d'une seule voix. Je parle en particulier des populistes dits de droite, en l'occurrence. Et puis, dernier élément, je voudrais finir là-dessus, c'est la question de ces forces populistes. Est-ce qu'il y a eu, au fond, c'est une question qu'on pose ici, l'émergence de nouvelles forces politiques? Dans certains cas, oui. Podemos en Espagne, certes. Encore que. Pour le reste, beaucoup de forces, et la plupart d'entre elles, sont issues de scissions liées au parti de gouvernement. L'AfD en Allemagne, dont il est beaucoup question, ne vient pas de rien. C'est une scission de la CDU. Vox en Espagne, dont on parle, il faudrait d'ailleurs s'entendre sur le fait de savoir si c'est populiste, mais qu'importe, c'est une scission du Parti populaire. Toute une série de mouvements dits populistes en Europe du Nord, en Finlande, en Suède, en Norvège, etc., dont je ne vais pas revenir sur les détails, sur les analyses des collègues qui ont travaillé là-dessus, mais sont en réalité soit des anciens partis qui ont rebadigeonné leur programme, soit le produit de scission. Ce qui fait qu'en Europe, et je finis là-dessus, à la différence de l'Amérique latine, le populisme, et là j'emploie volontairement le singulier, le populisme n'a pas su, pour des tas de raisons, être en réalité un projet qui serait né, j'allais dire, sui generis, en ce sens que je crois qu'il n'y a pas forcément de tradition populiste en Europe, en particulier en Europe occidentale, comme il y en a une en Amérique latine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le débat est ouvert. C'est Raoul qui l'anime. Je vous en prie. Justement, vous finissez sur le fait qu'il n'y a pas de tradition populiste en Europe, Oui. et que justement, ça n'a jamais réussi à vraiment s'enraciner en Europe. Du coup, de fait, par ce manque d'historicité. Mais est-ce que justement, puisqu'on a fêté les 1 an des Gilets jaunes le week-end dernier, est-ce que justement le populisme n'est pas quelque chose d'enraciné au moins en France, on ne sait pas comment on va sur la France, mais justement en manque de leader, je ne sais pas si c'est cette image, mais en manque de leader, et effectivement ce peuple dont vous parlez depuis le début de la conférence n'est pas au final pour LFI et RN, puisque ça a l'air d'être le cœur de des Gilets jaunes, n'est pas justement beaucoup plus proche qu'on ne pense, sauf que justement le fait, leurs leaders, eux, présentant des peuples différents, des images de peuples différents, n'étant pas justement cette espèce de repoussoir qui fait que ni RN ni LFI ont réussi à accumuler et n'ayant pas réussi à transformer l'essai des Gilets jaunes. Ils ne sont pas justement. Oui. Est-ce que les Gilets jaunes ne sont pas justement une force populiste en devenir sans leader? Et justement. C'est là, oui, mais alors, c'est une excellente question. Mais, alors, sans leader, vont-ils pouvoir y arriver, premièrement? Et deuxièmement, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est. Bon, d'abord, j'ai envie de vous dire que j'aimerais un jour, ça pourrait être possible, lire une histoire des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'entre le mois de novembre 2018 et le mois de mars ou avril, je ne pense pas qu'on soit forcément en présence des mêmes acteurs. Et sur les ronds-points, d'ailleurs les ronds-points, il y a plus de ronds-points, mais voilà, ça le premier élément. Deuxième élément, il y a effectivement cette difficulté, pour ne pas dire cette incapacité, à se trouver des porte-paroles. Mais ce qui est très frappant dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est en même temps à quel point, et vous le savez, ceux qui ont cherché à s'institutionnaliser ont été barrés par les autres. Oui. Mais la question évidemment qui pourrait se poser, c'est pourquoi, d'un certain point de vue, les Gilets jaunes ont échoué quand 5 étoiles en Italie a réussi. 5 étoiles d'il y a quelques années, avec ce qu'ils appelaient, entre guillemets, la démocratie 2.0. Alors,
il y avait bien sûr Beppe Grillo, bien entendu, mais il y avait, et il y a eu, si vous voulez, quelque chose de tout à fait intéressant. Hein. Et à cet égard, le problème, effectivement, de ces Gilets jaunes, alors l'entrée a été faite par Christophe Boutin, qui, lui, s'est passionné pour cette affaire, et qui met effectivement en avant ce que vous dites, hein, c'est-à-dire au fond la diversité des points de vue, sur les ronds-points, et on le sait parfaitement, entre les filles et le RN. Bon, moi, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas d'ailleurs si les Gilets jaunes vont repartir ou pas, on va voir, mais j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à définir un mouvement dont on n'a pas de programme. Alors je suis, j'imagine comme chacun d'entre vous, hein, je suis allé écouter à l'époque Jacqueline Moureau et un certain nombre. Mais si vous voulez, on peine à définir au fond à quoi on a affaire. Est-ce que c'est même d'ailleurs un mouvement politique ? Bon, je pense que c'est Pour une part, oui. Sauf que si vous voulez, pourquoi les gens finissent par s'en aller ? Et pourquoi est-ce qu'ils ne... Vous voyez, c'est un... Bon, il y a eu aussi la force de la répression, etc. Hein, et puis un certain nombre de débordements. Mais ce mouvement m'a fait quand même l'effet d'un mouvement qui traduit une angoisse, qui traduit des tas de choses, mais qui quand même traduit aussi à la fois une forme d'immaturité politique, mais aussi un terrible rejet de la fonction de direction. Et ça, c'est tout à fait intéressant, et je ne veux pas monopoliser la parole, parce que ça pose un autre problème par rapport aux populistes. C'est qu'au fond, ces populistes, on est, vous le savez aussi bien que moi, dans un contexte d'abstention forte. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que, malgré les populistes, le taux de participation ne remonte pas. Eux disent, mais venez évidemment voter, venez voter pour nous, etc., etc., la situation demeure comparable en termes de participation électorale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un véritable divorce avec, au-delà même de la démocratie représentative, avec plus largement les institutions. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, quand on veut par exemple absolument comparer la situation d'aujourd'hui avec la situation de la France des années 30, je suis désolé, pendant les années 30, et même après 6 février, etc., la participation électorale est forte. On est à des taux de 80%. Ça ferait rêver aujourd'hui. Voilà. Et là, il y a effectivement, maintenant que vont devenir les Gilets jaunes, avec notamment les grèves de décembre, bon, on va voir. Mais j'ai du mal à imaginer comment, si vous voulez, ce mouvement, incapable de s'institutionnaliser, de proposer un programme, on l'a vu pour les européennes, existe-t-il un vote gilet jaune ? Je reste perplexe, si vous voulez. Pierre-Henri, oui, alors c'est presque plus une remarque qu'une question, j'en suis désolé, mais vous avez évoqué là, il y a quelques minutes le mouvement 5 étoiles. Est-ce que c'est pas finalement peut-être le meilleur exemple, alors qui est peut-être probablement fini maintenant, parce qu'il y a eu le baiser de la mort de Salvini, mais le mouvement 5 étoiles, ça part effectivement de quelqu'un qui est hors du système politique, d'un comique, qui critique les élites, qui essaye de rassembler le peuple en essayant d'éviter aussi les clivages. D'ailleurs, on voit que dans leur programme, ils ont piqué un peu à droite, un petit peu à gauche. Et ça, c'est assez inédit en Europe, ce phénomène-là. Est-ce que là, on n'a pas tous les ingrédients réunis ? C'est ce que le populisme. D'aucuns ont appelé ça le populisme chimiquement pur. Oui, on a appelé ça le populisme chimiquement pur. Certains, oui. Oui, mais en même temps, effectivement, avec un succès électoral, mais au pouvoir, évidemment, une incapacité à faire fonctionner les choses, et au final, évidemment, parce que s'il y a un retournement d'alliance, c'est parce que les gens de 5 étoiles ont parfaitement compris que c'est Salvini qui était en train de, je n'ose dire, de plumer la volaille, comme on disait à une certaine époque. Mais c'est quand même bien ça qui s'est produit, hein, des élections partielles dans les Abruzzes, etc. Et effectivement, est-ce que 5 étoiles aujourd'hui a un avenir ? On peut s'interroger là-dessus. Et on voit revenir en Italie, hein, un clivage, hein, c'est les deux Matteo, hein, Renzi, Salvini. On voit bien quand même comment
la chose fonctionne. J'ajouterais dans le cas italien, ce qui est aussi intéressant, et par rapport à tout le débat d'ailleurs sur Salvini et le fascisme, c'est le poids du Parlement quand même. Le poids du Parlement, Salvini quittant le pouvoir à cause du Parlement, etc. Donc, là aussi, hein, attention au parallèle historique commode, on n'est pas du tout dans l'Italie des années 22, 23, 24. Hein. Imaginez 30 secondes Mussolini quittant le pouvoir. Il y a eu l'affaire Matteotti. Bertrand. Oui, je voudrais, à partir de ce que vous avez dit sur le Front National et la France Insoumise, pousser la comparaison un peu plus loin, c'est-à-dire après 2017. On a là deux partis, dont l'un gazeux, etc., qui ont liquidé leur aile souverainiste, entre guillemets. C'est-à-dire que Marine Le Pen a liquidé Philippot, et Jean-Luc Mélenchon, un an après, a liquidé George Kuzmanovic, qui représentait la tendance, oui, souverainiste, patriote, anti-euro, en parallèle avec ce que faisait Philippot au Front National. Donc, bon, Mélenchon, après, a connu toute une évolution qui n'est plus populiste. Il s'est remis à parler du nom de la gauche, il a voulu faire quelque chose d'horriblement confus aux européennes avant de se suicider en direct dans les rues de Paris l'autre dimanche. Hein. Mais, alors là, bon, c'est un destin tout à fait particulier, assez prévisible d'ailleurs, mais il y a aussi dans cette tentative de populisme de gauche, un rejet des attitudes les plus anti-européistes, et de même, sur le Front National, a rejeté ça pour dire finalement, grosso modo, pendant les européennes, que l'Europe, l'Union européenne, il fallait la changer de l'intérieur. Donc, s'installer dedans avec une déception, d'ailleurs, ils pensaient être beaucoup plus nombreux, etc., faire des choses qu'ils ne feront pas. Donc, il y a une évolution dans ce sens-là. Oui, sauf que si vous voulez, ni les uns, enfin ni Philippot, ni son alter ego de la France Insoumise, en réalité, pèsent grand-chose après. Eh bien, après, on s'aperçoit justement que ça ne donne pas grand-chose. Non. Voilà. Non. Soyons. Mais bien sûr, parce que si vous voulez, là, ça pose, alors là, au-delà du RN et de la France Insoumise, ça pose évidemment tout le problème que vous connaissez fort bien de toute l'histoire des scissions. C'est-à-dire que les scissions, certaines peuvent réussir, beaucoup ne réussissent pas du tout. Et en l'occurrence, et là où je vous suis tout à fait, c'est quand Marine Le Pen, au fond, s'imagine, parce qu'il faut se replacer, effectivement, en amont des européennes, quand on pense à une grande poussée populiste, quand elle s'imagine à ce moment-là à la tête de ces mouvements, bon, elle ne voit pas tout à fait venir Salvini, qui, lui, est en pleine progression. La progression de Salvini a été impressionnante par rapport, je parlais des élections, les abus, etc., tout ça, bon. Et bon, elle veut composer parce qu'elle s'est dit qu'effectivement, après son débat calamiteux contre du deuxième tour, que ses positions sur l'euro étaient des positions qui ne passaient pas. Et à partir de là, bon, elle essaye, non pas d'en changer, enfin d'en changer un peu, mais à la fois de normaliser son discours, mais surtout de vouloir, au fond, briser cette espèce d'arc gouvernemental dont je parlais tout à l'heure. Sauf qu'effectivement, ces forces au Parlement européen, après les résultats, mais je pense que déjà même avant, il y avait un énorme problème j'allais dire, de convergence entre eux. Ils sont incapables d'avoir un programme alternatif, crédible. Ce qui n'est pas le cas de leurs adversaires. Ça, je pense que c'est ça le fond du... À mon avis, c'est ça le fond du problème. Ils n'ont pas de programme alternatif. Et les autres, oui. Les autres, je ne sais pas qu'ils ont un programme, ils conservent... voilà. Et ils sont effectivement majoritaires. Parce que quand on parlait des Verts, si on ajoute les Verts aux 3 que je vous ai indiqués, on arrive à un score qui est pratiquement à 90%. Donc, si vous voulez, on est quand même dans quelque chose qui, évidemment... Si la chose se passait à l'échelle d'un Parlement national, ce serait perçu tout autrement. Mais à l'échelle européenne, ça montre bien qu'il y a un arc
extrêmement fort et sans doute beaucoup plus fort que ne l'a imaginé Marine Le Pen. Oui, ça certainement. Ça certainement. Alors, moi, je souhaiterais que vous reveniez plutôt sur la dernière remarque de votre exposé, qui est celle justement, alors c'est peut-être relatif à un élément de définition des populismes que j'ai raté ou pas compris, puisque vous évoquez le fait que bon nombre d'exemples dits populistes en Europe sont en réalité le produit soit de scissions de plus grands partis, soit de toutes petites formations préexistantes qui grandissent plus ou moins soudainement. En quoi cela expliquerait plus ou moins du populisme ? Non, alors je crois que je me suis, pour le coup, faites bien de me poser la question, je me suis mal fait comprendre. En fait, j'en étais à vous dire qu'au fond, il n'y avait pas, il n'y a pas, on n'est pas passé, si vous voulez, à la différence du cas russe ou du cas des Rangers, on n'est pas passé au fond de la production d'une idée à la construction d'une organisation. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. À la différence de ce qu'on observe justement en Amérique latine, ou ce qu'on a pu observer pour d'autres mouvements politiques, si vous voulez. Les idées socialistes précèdent la constitution des partis, la pensée de Maurras précède la création de l'Action française, etc. Et là, finalement, et je pense que c'est en cela qu'il y a une forme d'artificialité, si vous voulez, c'est que, notamment pour les mouvements dits nationaux populistes, eh bien finalement, le terme populisme est sans doute une accusation qu'on leur adresse et qu'ils vont retourner, bien souvent, plus qu'au départ, j'allais dire, une identité qu'ils vont construire et à partir de laquelle ils vont s'affirmer. Je ne dirais pas forcément la même chose, vous voyez, de mouvements comme Podemos, etc. en Espagne. C'est pas la même configuration. C'est pas la même configuration. Bon, alors, on avait travaillé, j'avais regardé de très près les discours de Jean-Marie Le Pen. Alors, est-ce qu'il parlait de populisme ? Il parlait beaucoup du peuple, mais il parlait de la nation, il parlait de la patrie, il disait des choses qui, aujourd'hui, pourraient être considérées, évidemment, dans un registre populiste, mais il n'y a pas, si vous voulez, ce désir, au fond, d'appropriation d'une identité qui serait une identité populiste. Ce qui pose évidemment un problème qu'on connaît bien en histoire politique et en histoire des idées, qui est au fond le problème de la circulation des idées, le problème des transferts politiques et culturels, et dans le cas effectivement des populistes dits de gauche, de ce point de vue, le passage de Laclos à l'Europe est un élément tout à fait intéressant. C'est-à-dire que là, il y a un processus de réappropriation. Sauf que je ne suis pas toujours tout à fait sûr que ces gens connaissent tout l'itinéraire de Laclos. Parce que si on discutait de la relation entre Laclos et les périphéries péronistes, le socialisme national de Laclos, etc., il y aurait beaucoup à dire. Sauf que, effectivement, ils ont retenu les derniers livres de Laclos sur l'hégémonie, etc. Voilà. Du côté des nationaux populistes, à mon sens, on n'a pas quelque chose de comparable. On a au fond alors bon, Marine Le Pen essaye de théoriser effectivement son peuple central, mais on a au fond davantage, me semble-t-il, l'adaptation d'un discours nationaliste, aux enjeux contemporains. Il n'y a pas forcément besoin de la matrice populiste. Parce que les questions de référendum, etc., effectivement, elles étaient déjà dans le programme du Front National, un référendum d'initiative populaire. Mais bon, est-ce que c'est un véritable marqueur du populisme ? Vous savez, c'était assez amusant, entre guillemets, Mélenchon parlait des référendums révocatoires, etc. C'est ce que Frédéric Roubillaud avait fait toute une recherche pour les dictionnaires. C'est quelque chose qui se pratique aux États-Unis. Voilà. Il y a des tas de choses qu'on nous présente comme des choses nouvelles. En réalité, c'est pratiqué par des gens qui ne sont pas spécialement des populistes. D'ailleurs, qu'on qualifierait comme tel. Voilà, donc il faut, de ce point de vue-là, me semble-t-il, faire attention. Au début, vous parliez de Bolsonaro, que vous ne considériez pas comme un populiste. Ça, c'est sûr. Puisque justement, vous expliquez que son néolibéralisme
l'exemple automatiquement d'une forme de populisme. Mais est-ce que justement, on ne pourrait pas dire, et là du coup, ça sera plutôt une position, Macron, involontairement, en agissant justement, même si au final il ne s'est pas du tout fait élire comme ça, n'a pas agi comme un populiste, c'est-à-dire en mettant en exergue une espèce d'oligarchie, même si c'est pas du tout la même que celle auquel Marine Le Pen et Mélenchon justement font appel. Est-ce que justement Macron ne serait pas vu comme un populiste au sens où il unit un peuple contre une oligarchie qui n'est une oligarchie totalement très justement gazeuse pour parler, et Mélenchon, mais justement cette espèce de groupe auquel il s'attaque, en l'occurrence les gens qui ne sont rien, les gens qui passent, ces personnes, et justement son néolibéralisme le mettrait en porte-à-faux par rapport à votre vision du populisme. Alors, je crois qu'il y a... Comment classeriez-vous Macron en fait? Ah non, sûrement pas comme un populiste, mais cela étant, la question que vous posez, elle est très importante, et c'est Pierre-André Taguieff qui a fait l'entrée macronisme dans le dictionnaire. Si vous avez lu son essai sur Macron, vous imaginez à peu près la teneur de l'entrée, mais c'est extrêmement documenté parce qu'il commande beaucoup l'ouvrage d'Ismaélien, etc. Il commande ça, c'est très, très intéressant. La question de Macron, elle est très intéressante parce qu'elle pose ce que j'évoquais tout à l'heure comme question, le rapport au style. Premièrement. C'est-à-dire, au fond, effectivement, si vous prenez un certain nombre de déclarations d'Emmanuel Macron, vous les prenez dans le texte, vous pouvez effectivement considérer qu'elle relèverait d'un registre populiste. Bon, deuxième élément, il est quand même tout à fait intéressant de voir quelqu'un avec le parcours qui est le sien faire le procès d'élite dont il est issu. Et on a vu aux européennes, je suis désolé, je n'ai aucune envie de parler de politique, enfin quand même, là, la candidate de La République En Marche, Madame Loiseau, ancienne directrice de l'ENA, prônait la suppression d'une école qu'elle a dirigée. Bon, ça c'est quand même, voilà, bon, ça c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc, à partir de là, effectivement, troisième élément, Macron, effectivement, a très bien joué la carte du dégagisme par rapport au parti institutionnel. Mais c'était pour mieux les siphonner, si vous voulez. Car la seule chose qui compte par rapport à Emmanuel Macron, c'est la carte électorale. Voilà, c'est la carte électorale. Et son électorat, je suis désolé, c'est pas la France des Gilets jaunes. Hein. Et c'est pas la France, entre guillemets, populiste. Là, c'est tout à fait clair, ne serait-ce que la géographie électorale parisienne au soir du deuxième tour. Je crois qu'une fois que vous avez regardé ça, vous avez compris que par rapport à tout un héritage d'ailleurs parisien, les choses et les temps ont bien changé, mais que surtout, vous avez effectivement eu dans ce vote, un vote quelque part qui a été un vote de classe. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Et donc, effectivement, à partir de là, que le registre d'un discours populiste ou démagogique, il ne faut pas non plus... Voilà, oui, que Emmanuel Macron y recourt, il n'est ni le premier, il n'est pas le dernier, mais faire de lui un populiste, alors là, je crois qu'il faut quand même faire attention. Ses appuis ne le sont nullement. Et vous parlez de Bolsonaro, je me souviens avoir été invité à l'Institut des hautes études, des Amériques latines, au moment de l'élection de Bolsonaro. Et on voulait absolument, dans la salle, me faire un parallèle entre Marine Le Pen et Bolsonaro. J'avais répondu que Marine Le Pen, à ma connaissance, n'avait pas été soutenue par le Fonds monétaire international. Quel était le cas de Bolsonaro. Je crois que là, il faut quand même dire les choses de façon assez claire, assez nette. Et évidemment, on voit très bien... Alors, Bolsonaro, lui aussi, peut faire et a fait dans une démagogie, alors là, qui n'a rien à envier, évidemment, à d'autres. Hein. C'est pas... Si vous voulez, c'est... De ce point de vue-là, le style démagogique n'est pas seulement un marqueur de populisme, si vous voulez. Hein, n'est pas seulement un marqueur de populisme, même si le leader populiste, et ça c'est vrai, je vous le dis à propos de Péronne, on pourrait le dire à propos d'autres, va
mettre en scène, se mettre en scène, et mettre en scène son corps, et même mettre en scène sa mort. Hein, le suicide de Vargas, en vrai, qui était pas un suicide en direct, mais avec à coup de revolver. Bon, si vous allez au musée, j'ai été invité à une émission de Frédéric Tadei, il m'a demandé une image, j'ai montré celle-là, j'avais photographié ça dans le palais du gouvernement à Rio. Vous avez le pyjama de Vargas, maculé de sang, et le revolver. Voilà. C'est extraordinaire. Et donc vous visitez ça comme vous visiteriez, voilà. Et là, évidemment, il y a, et le testament de Vargas, etc., il y a une mise en scène de soi qui renvoie, évidemment, à une figure du chef, etc. Et qui, c'est comme Eva Perón, si vous voulez, quand Eva Perón s'adresse depuis, et là on l'entend d'ailleurs dans l'émission d'Umberto, quand Eva Perón s'adresse au peuple argentin depuis son lit d'hôpital où elle est en train de mourir, si vous voulez. C'est rien, c'est tout à fait poignant, et voilà. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui effectivement est un marqueur, à certains égards, d'un populisme latino-américain, incontestablement. Oui, vous avez introduit votre présentation en partant de l'Amérique du Sud. Oui. Qui, je crois, est effectivement une très très bonne idée parce que, quelque part, le système sud-américain, qui s'est développé au XXe siècle, est quand même marqué par une société dans laquelle la hiérarchie sociale est assez simple. Il y a une toute petite élite qui possède tout et tout le reste. Et donc le peuple, par construction, il est assez facilement mobilisable par rapport au reste. Des pays qui en plus ont une construction politique relativement récente. Oui, tout à fait d'accord. Un peuple jeune, absolument, qui se cherche, et dans lequel certainement la dimension nationale du populisme joue un rôle important. En Europe, évidemment, la situation est très différente. Et c'est peut-être effectivement pour ça que le mouvement populiste, c'est ce que vous avez l'air de dire. Oui, mais je souscris entièrement à ce que vous dites. À se positionner, parce qu'on est dans des pays dans lesquels la hiérarchie sociale est beaucoup plus complexe. Vous parliez tout à l'heure du poujadisme. Le poujadisme, même s'il avait la volonté quelque part d'exprimer le peuple, il n'exprimait qu'en fait qu'une partie du peuple. C'est-à-dire, à l'époque, ceux qui étaient les perdants. Les perdants, oui, tout à fait. Tout à fait d'accord. Donc on voit bien qu'il y a une dimension sociale très importante, et je pense que l'analyse que vous faisiez tout à l'heure sur le Rassemblement national ou sur les filles, on pourrait presque y trouver la même chose. C'est-à-dire, quelles sont derrière les classes sociales qui portent ces mouvements, et en quoi sont-ils représentatifs du peuple ou pas. Alors, la question que je vais envie de vous poser, il y a quelqu'un, avant le fascisme, vous parlez de l'exemple italien, qui est un très bon laboratoire de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui a un peu théorisé sur tout ça, c'est Gramsci au travers de sa conception du bloc historique. C'est-à-dire quand il est dans un pays qui est un pays ancien, l'Italie, avec une hiérarchie sociale qui, même pour un marxiste intelligent, vous voyez bien qu'il y avait plusieurs classes, une variété de classes. Mais quand il y a une conjonction entre ces classes populaires moyennes pour produire la révolution, pour Gramsci, la modernisation du pays pour le fascisme, parce que finalement ça a été Mussolini qui a un peu tiré les marrons du feu de cette affaire. Là, le phénomène populiste prend du sens. Est-ce que vous partagez cette idée et qui peut être aussi une clé des échecs actuels? Pour connaître un peu l'Italie, l'exemple du mouvement 5 étoiles est très caractéristique. Vous avez parfaitement défini la situation en disant tout à l'heure que Salvini avait plumé la volaille. Salvini, c'est un vieux parti très enraciné dans la politique italienne depuis 30 ans, qui a trouvé une nouvelle forme, qui a la puissance, l'attitude, la culture politique, etc., qui a plumé la volaille, un petit parti naissant, qui ne savait pas gouverner, fonctionner, etc. Et qui n'avait pas derrière lui des formes sociales reconnaissables. Le mouvement 5 étoiles, c'est un espèce de mélange qui va depuis les bobos de gauche et les beaux quartiers de Milan jusqu'au fond du sud italien, un peu en révolte, comme le sud italien a toujours été quelque part, donc sans lien très fort.
le phénomène de la Ligue est plus intéressant, parce que quelque part, de par son poids électoral, 35-36%, c'est-à-dire des masses absolument considérables, il peut tendre, d'une certaine manière, à représenter le modèle gramscien, c'est-à-dire celui qui permet à une classe moyenne et à des classes populaires de se fédérer en disant bon, on veut transformer le système parce qu'on trouve un pays, nous on a envie de transformer le pays et le pays se transforme pas. Est-ce que cette analyse-là, j'ai essayé de tirer les... Non, mais écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est tout à fait ça. J'ajouterais, pour prolonger ce que vous dites, peut-être deux choses. La première, en revenant effectivement sur l'Amérique latine, enfin, je souscris absolument à tout ce que vous avez dit. J'en ajouterais simplement peut-être un autre, c'est le fait que le populisme a permis, parce que là encore, il y a eu une construction politique, idéologique, etc. Ça a permis à ces sociétés, en particulier à un certain nombre d'intellectuels, etc., se forger une identité politique qui soit différente des héritages européens. Parce que quand vous regardez, par exemple, la presse européenne de l'après-45 sur le péronisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le fascisme, c'est la réincarnation du fascisme, quand c'est pas le nazisme, etc. Et à cet égard, le populisme, ou plutôt les populismes en Amérique latine, peuvent être considérés comme une volonté, au fond, je prends pas un grand mot, d'autochtoniser un projet politique. Y compris d'ailleurs quand les sciences sociales, avec des gens comme Gino Girmani, etc., s'emparent de l'objet en disant « c'est sérieux, c'est notre affaire, c'est notre histoire ». Ça, je crois que c'est un élément très important. Et par rapport à ce que vous disiez sur la Lega, ce qui est très intéressant dans l'histoire de la Lega, et là pour le coup c'est le talent de Salvini aussi, il faut le dire, c'est la capacité qu'il a eue, mais aussi face à l'effondrement de Forza Italia, etc., d'élargir le socle géographique de la Ligue. Parce que la Ligue, au départ, c'est uniquement le Nord. Et là où 5 étoiles se retrouve totalement, j'allais dire, brisé, carbonisé, ou tout ce que vous voulez, je parlais tout à l'heure des élections dans les Abruzzes, c'est quand la Ligue commence à nationaliser son implantation. Au départ, ça a été assez simple. La Lega et 5 étoiles avaient des territoires électoraux bien délimités. Je simplifie, hein, le Nord pour les uns, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, on se comprend. Hein. Et là, de l'instant où la Lega a su nationaliser son discours et attirer à elle, en disant nous ne sommes plus seulement le parti du Nord contre le Sud, etc., nationaliser le discours et réussir à attirer un certain nombre d'électeurs du Sud, là, évidemment, c'est une catastrophe pour Cinque Stelle, et c'est catastrophique pour eux. Et ça a été la force de Salvini, qui, encore une fois, est en train de faire à sa façon ce qu'avait réussi à construire Berlusconi un temps. Est-ce que la France n'a pas eu un autre moment populiste avec Coluche au début des années 80, et on peut faire le parallèle Grillo-Coluche. Oui, alors pourquoi pas, on a fait une entrée tapis, on aurait pu faire une entrée Coluche. Non, c'est une question. C'est une question, sauf que là aussi, si vous voulez, par rapport à Coluche, ça a été tellement... on a évidemment beaucoup reparlé par la suite, ça a été quand même relativement bref, si vous voulez. Mais... il y a effectivement quelque chose d'intéressant, vous avez raison, dans cette espèce de rejet des élites. Cela étant, Coluche, malgré tout, alors là, pour le coup, j'ai jamais étudié les textes de Coluche. Non, mais je veux dire que ce serait intéressant d'ailleurs de faire de l'histoire des idées politiques sur Coluche. Non, mais parle pas seulement des sketchs. Ce serait de reprendre toutes les émissions radiophoniques. Le slogan 80, c'était « On va leur foutre au cul ». Oui. Zéba Fancoul de... Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y avait il y a quelque chose d'intéressant. Ben, je vais le dire à mes chers amis, on aurait dû faire une entrée Coluche. Je ne sais pas qui nous l'aurait faite. Hein, parce qu'on a eu des idées parfois, mais il fallait trouver des auteurs. Échouons sur le point
politique, il se tourne vers les associations et il crée les Restos du Cœur. C'est aussi peut-être une porte de sortie pour les mouvements populistes que de se diriger vers l'associatif. Alors oui, et j'ajouterais en plus pour Coluche, ce qui est intéressant, pour prolonger ce que vous dites, c'est, alors là pour le coup, ayant travaillé sur les mythologies conspiratives, etc., j'ai un jour découvert, j'avoue que je ne m'étais pas penché spécialement là-dessus, toute la littérature qui a pu être produite sur la mort de Coluche. La mort de Coluche, alors là, c'est absolument fascinant, parce que bon, moi, je pensais très bêtement qu'il s'était tué en conduisant sa moto, manifestement, pour un certain nombre de gens, pas du tout. Et alors là, on entre dans une somme d'interprétation et de suppositions. Alors il y a de tout, évidemment, il y a un peu de franc-maçonnerie, il y a un peu d'élite, mais pour le coup, par rapport à ce que vous dites, effectivement, il a été assassiné, parce qu'un certain nombre de rappeurs aujourd'hui reprennent ça en disant on va me fumer comme Coluche. Parce que je transgresse, parce que si, parce que ça. C'est extrêmement, effectivement, intéressant. Coluche, vous avez raison, c'est un manque de dictionnaire. Je note. Si je peux, oui. Non, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous en prie. En vous écoutant, je pensais à l'article que Régis Debray vient de publier ce matin, je crois, dans Marianne, où il intervient en tant que médiologue. Il parlait de... Alors, il y a trois choses. Il y a les mouvements jacqueries d'avant la Révolution, et puis les mouvements après révolutionnaires, jusqu'à la fin du siècle dernier, qui tous s'appuient sur des livres. Un livre ou plusieurs livres, Révolution française, Marx, etc., etc. Et où il montre que maintenant nous sommes entrés dans une autre sphère, médiasphère, et où justement les idées ne comptent plus, où les livres ne comptent plus, où ce qui compte c'est l'intervention telle que nous la connaissons, c'est-à-dire les gilets jaunes bouleversent plus ou moins la vie politique française, avec une absence justement d'idéologie, et où le Front National n'a pas non plus, même si on peut effectivement, vous avez raison de dire que ça procède des ligues, etc., surtout Jean-Marie Le Pen, mais Marine Le Pen, c'est une femme du XXIe siècle, et elle n'a pas besoin de tout ça. C'est l'histoire du passé, l'histoire d'Algérie française, de tout ce sur quoi a vécu son père, y compris une grande partie du public et des électeurs de son père, tout ça n'a plus grand sens pour elle. Et c'est une femme de l'instant qui lance des idées dans l'instant pour gagner une élection. Et puis, Mélenchon, c'est la même chose. Hein. Les amis de Mélenchon nous avaient dit que à une présidentielle, on faisait une campagne plutôt patriotique, populiste, patriotique de gauche. Aux européennes, on faisait une campagne autre parce que c'était pas le même public, il fallait récupérer d'autres gens. Mais que à la présidentielle de 2022, qui va mal se passer pour lui, eh bien, on en reviendrait à une campagne de type patriotique parce qu'on brasse plus large. Voilà. Et donc, il y a une sorte de... C'est l'idéologie de la communication, en fait, qui a pénétré tous ces milieux-là, où d'autres facteurs, peut-être, relatifs à une perte du sens historique dans une partie de la population, qui fait que nous sommes dans des mouvements qui ne sont plus reliés historiquement et idéologiquement. Ce qui, d'ailleurs, déconcerte tout le monde, notamment nous, parce qu'on pense qu'on agit plutôt en fonction de ses convictions. Bon, voilà. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ajouterais que, pour le coup, ce qui est en plus très intéressant, c'est d'observer, vous le savez aussi bien que moi, mais on commence d'ailleurs à travailler un peu historiquement là-dessus, la montée en puissance des conseillers de communication. Et au fond, la façon dont les campagnes électorales sont devenues
de plus en plus, et là on commence à avoir des travaux là-dessus, des véritables j'allais dire campagnes de marketing. Donc effectivement, à partir de là, on est... mais c'est en même temps pas si récent. Hein. Pour ceux qui ont fait de la science politique, vous avez sans doute, c'est peut-être des vieux souvenirs, lu Ostrogorski et ses textes sur ce qu'il appelait le parti omnibus. On est au début du XXe siècle. Il regarde les Américains, mais il a compris ça. C'est-à-dire qu'au fond, on va s'attaquer à des segments d'électorat. On va s'attaquer à des segments d'électorat pour avoir effectivement un programme où on va essayer de parler à tout le monde pour que chacun, évidemment, de ce point de vue, le sens collectif en perd un coup. J'ajouterais, et là, ça rejoint peut-être aussi la question sur les gilets jaunes. Ce qui est assez frappant, moi, ce qui m'a frappé par rapport à la question des gilets jaunes, bon, il y a tout ce qu'on a dit sur la vacuité idéologique, etc., c'est certain, mais il y a quand même que les gens, des gilets jaunes, les gens, mais je parle déjà, j'ai horreur de dire ça, des gens, ça me rappelle quand le PC d'ailleurs parlait des gens, à la fin il parlait des gens, sont descendus dans la rue. Ça aussi c'est un élément intéressant, parce qu'on est quand même à une époque où les mobilisations de rue ont perdu de leur importance. Et à cet égard, chacun se venge avec des tweets ou des machins, mais là, pour le coup, les gilets jaunes, eux, sont descendus dans la rue, sont allés occuper la rue, et ils ont, pour une partie d'entre eux, pris de leur temps, de leur argent, de leur énergie, etc., au service d'une cause qui était sans doute leur propre cause et la façon dont ils se la figuraient, mais je pense que sociologiquement, de ce point de vue-là, c'est intéressant en termes de mobilisation. Si vous voulez. On peut même pousser. Oui, non mais allez-y. Pousser le processus encore plus loin. Beaucoup ont même découvert la rue. Parce que au final, les vieux organes qui, eux, étaient habitués à battre le pavé, je pense au syndicat, et la droite, les anciens partis de droite, qui étaient susceptibles de ramener quelques milliers de personnes dans la rue, ces gens-là sont très peu descendus. Alors effectivement, on a trouvé des syndiqués, des gens de droite qui étaient habitués là-dessus, mais la majorité des gens, il suffit de parler avec n'importe qui, que ce soit sur un rond-point ou sur oui, tout à fait d'accord. Les gens font « Ah, mais c'est la première fois que je descends dans la rue, la personne elle a 65 ans en fait. » Ah oui, quand même, au bout de 65 ans, découvrir. Donc je pense qu'on peut même encore plus loin. Non, mais sociologiquement, sociologiquement, c'est extrêmement intéressant. Hein. Quant à savoir si ça peut effectivement produire un mouvement politique, là, j'en suis moins sûr. Très bien, chers amis. Merci beaucoup. Revenez avec un autre livre, bien entendu, on vous attend. La semaine prochaine, on se retrouve avec le colonel Cagnard. On parlera du djihadisme en Asie centrale, région qui m'est chère, comme vous le savez peut-être.